Première partie s'intéresse à l'alimentation et qu'est-ce que c'est que l'alimentation, pourquoi nous avons besoin de nous alimenter. Donc on va essayer de voir un peu les principes généraux. Du coup, il faut remonter un petit peu à notre structure. Notre corps, comme on l'avait vu dans les TD de soutien, est formé d'eau, d'ions, de molécules organiques. Donc les protéines, ce sont des polymères, c'est-à-dire des assemblages d'unités élémentaires qui s'appellent les monomères. Donc dans les protéines, les monomères, les unités, les briques élémentaires sont les acides aminés et elles vont être reliées de manière covalente par des liaisons peptidiques, ces briques élémentaires, ces acides aminés, et donc ça va permettre l'assemblage d'une protéine qui sera plus ou moins longue selon le nombre d'acides aminés qui la constituent. Donc on a une autre classe de polymères qui est formée de briques différentes qui sont les glucides polymériques. Donc les glucides peuvent être tout simples, c'est-à-dire ça peut être des monomères. Donc par exemple le glucose, c'est un monomère, un ose simple. Et donc ces briques de glucose peuvent s'assembler entre elles par des liaisons covalentes et vont former donc un polymère qui peut être ramifié comme vous voyez ici. Et donc si plusieurs glucoses s'assemblent, ils forment une molécule d'amidon qui est donc un polymère puisqu'il est formé de plusieurs unités élémentaires qui sont les monomères appelés ici le glucose. Donc, il y a une autre catégorie de molécules qui constituent notre corps, à part les protéines et les glucides, il y a les lipides. Alors, les lipides, ce ne sont pas des polymères, et en plus, ça représente une catégorie de molécules très diversifiées. Donc là, je vais vous parler que d'une catégorie de lipides qui sont les triglycérides. Alors, comme son nom l'indique, il est formé de glycérol, d'où le terme glycéride. Donc le glycérol, c'est un sucre, donc puisqu'il contient 3 fonctions hydroxyles qui sont ici, et ce sucre peut se rattacher par des liaisons covalentes, donc on appelle des liaisons ester qui vont se former ici. Il peut s'attacher, chaque groupe hydroxyle peut s'attacher à un acide gras. Alors qu'est-ce que c'est un acide gras? Il est représenté ici. C'est un acide carboxylique, donc il a la fonction COH. Et après, il a une chaîne carbonée formée de C, de H, qui peut contenir des doubles liaisons. S'il y a des doubles liaisons, on dit qu'il est insaturé. S'il n'y a pas de double liaison, on dit qu'il est saturé. Donc au niveau de chaque groupement hydroxyle, vont être attachés par des liaisons ester, des acides gras qui peuvent être de nature différente, qui vont différer notamment par le nombre de carbone qu'il y a dans la chaîne, par le nombre de doubles liaisons, on dit le nombre d'insaturation. Et donc s'il y a 3 acides gras qui sont associés à un glycérol, on va parler de triglycérides. S'il n'y en a que 2 sur les 3, on va parler de diglycérides. S'il n'y en a que 1 sur les 3, on va parler de monoglycérides. Donc vous voyez, ce ne sont pas des polymères, puisque ce n'est pas une répétition d'unités de briques élémentaires. Les lipides de forme triglycéride sont en fait des petites molécules par rapport à l'amidon ou aux protéines qui sont des polymères. La dernière catégorie de cellules de molécules qui constituent notre corps, ce sont les acides nucléiques. Donc les acides nucléiques, ils sont formés de briques élémentaires qui sont les nucléotides. Donc qu'est-ce que c'est les acides? Quels sont les acides nucléiques? Ce sont l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est le support de l'information génétique dans notre noyau. Et puis, ce sont les ARN, notamment les ARN messagers, qui vont permettre ensuite la synthèse des protéines. Et que ce soit les ADN ou les ARN, ce sont tous les deux donc des polymères qui sont formés par la répétition de ce nucléotide, qui est lui-même formé d'un groupe phosphate, d'un sucre et d'une base azotée. Mais donc cette brique élémentaire va se répéter, elles vont se lier les unes aux autres par des liaisons covalentes, et elles formeront donc un polymère, donc soit de l'ADN, soit de l'ARN. Donc ces différentes molécules de polymères et monomères, on peut les résumer dans un tableau. Donc dans notre corps, il y a 4 types de molécules organiques qui constituent les cellules et donc l'ensemble de notre organisme. Ce sont les protéines, les glucides, les acides nucléiques et les lipides. Mais parmi ces 4 types de molécules, seules les protéines, les glucides et les acides nucléiques sont des polymères. Donc les protéines sont des polymères formés de monomères qui sont les acides aminés. Les glucides sont formés par l'association de monomères qui sont
simples, donc comme le glucose, le fructose et le galactose. Donc le fructose, c'est le sucre du fruit. Et puis les acides nucléiques sont formés par l'association de plusieurs nucléotides qui sont les monomères, les nucléotides étant eux-mêmes formés d'une base azotée, soit le A, soit le T, soit le C, soit le G, et d'un squelette qui est formé de phosphate et d'un autre sucre. Donc nous avons une matière organique qui constitue notre corps, qui est en permanence dégradée, puisque vous savez que par exemple certaines de vos cellules meurent, par exemple les cellules de la peau, les cellules du tube digestif, donc il faut en permanence resynthétiser de nouvelles cellules. Il faut que les cellules également renouvellent leurs composants régulièrement. Et donc, du coup, nous devons en permanence consommer de l'alimentation, des aliments, pour pouvoir renouveler et apporter les constituants nécessaires à la synthèse de ces nouvelles cellules et des nouvelles molécules au sein des cellules. Donc, nous ne sommes pas un système fermé sur notre environnement. Il faut que l'on réalise des échanges de matière, et cette matière va aussi être source d'énergie pour que on puisse par exemple réaliser notre activité physique. Et donc ces échanges, on va le faire avec le milieu extérieur par le biais donc de la fonction qui est l'alimentation. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la nutrition au sens général? Donc c'est plus général que l'alimentation. En fait, la nutrition, ça dessine l'ensemble des phénomènes qui nous permettent donc de nous fournir en énergie et en matière pour le maintien de la fonctionnement de nos cellules, leur contraction par exemple, le renouvellement de leurs composants. Donc pour pouvoir apporter ces molécules aux différentes cellules, nous devons non seulement nous alimenter. Donc, alimenter, ça veut dire prendre des aliments et extraire de ces aliments la matière organique grâce à un processus de digestion qui va permettre de fragmenter les aliments pour qu'ils puissent rentrer dans notre corps. Mais ça implique également la circulation, puisqu'il faut amener ces aliments aux cellules. Et ensuite, ces aliments, ils vont être dégradés pour éventuellement fournir de l'énergie, et cette dégradation, elle se produit en présence d'oxygène. Donc ça veut dire qu'il faut absolument aussi respirer. Donc vous voyez que la nutrition, c'est quelque chose de très large. Ensuite, il faut que la cellule utilise ces différentes molécules qu'elle a ingérées pour produire de l'énergie ou synthétiser donc de nouvelles molécules. Donc c'est ce qu'on appelle le métabolisme cellulaire, on reviendra sur ce terme. Et enfin, ce qu'elle n'a pas utilisé, donc et les déchets de dégradation des molécules qu'elle a utilisées, ou le CO2 qui est le déchet de la respiration cellulaire, eh ben, doit être éliminé, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'excrétion. Donc vous voyez que la nutrition, ça englobe aussi bien la prise alimentaire que ce que va faire la cellule avec les aliments qu'elle a prélevés et ce qu'elle va faire également avec les déchets. Donc c'est finalement l'ensemble de la physiologie. Donc dans ce chapitre, on va quand même se cantonner à l'alimentation. Donc pour résumer, vous ingérez de la nourriture, vous la digérez, c'est-à-dire vous la fragmentez en plus petits morceaux pour qu'elle puisse être absorbée. Grâce à ça, vous pouvez apporter à votre organisme des molécules ou en tout cas des briques pour synthétiser des molécules organiques. Vous apportez aussi de l'eau et des ions. Votre organisme va utiliser ces molécules pour produire de l'énergie. Donc la forme d'énergie des cellules, c'est ce qu'on appelle l'ATP. Donc tous vos nutriments vont être convertis pour fournir de l'énergie en une forme qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et elle peut aussi utiliser ces molécules qu'elle a absorbées, la cellule, pour synthétiser des lipides de sa membrane, pour synthétiser par exemple, dupliquer les mitochondries. Et donc, tous les déchets qui vont être produits par ce métabolisme vont être éliminés, donc soit par le rein, mais vous avez aussi une partie des déchets qui vont être éliminés par le foie, qui se jettent ensuite dans le tube digestif, donc qui vont se retrouver dans les selles. Donc, maintenant, nous allons nous focaliser sur l'alimentation. Donc, l'alimentation,
va avoir trois principales fonctions dans votre corps, deux que j'ai déjà données. La première fonction, c'est que, ça c'est paraît évident, quand vous faites un exercice physique, vous sentez que vous avez plus faim, et que si vous n'avez pas mangé avant, vous pouvez avoir une petite phase de fatigue, parce que donc les aliments que vous allez consommer vont être transformés en nutriments, donc en petites molécules qui vont être capables d'être absorbées par votre corps, et ces nutriments, grâce à une réaction fondamentale qui se produit dans les mitochondries de vos cellules, va produire de l'énergie sous forme d'ATP. Donc vous avez un petit schéma qui est représenté ici. Donc les mitochondries, ce sont des organites qui possèdent des replis comme ça de leurs membranes. Donc dans ces membranes vont se dérouler les réactions de la respiration cellulaire. Donc il y a des mitochondries, aussi bien dans les cellules animales que dans les cellules végétale. Donc la cellule végétale est capable de respirer. Elle est capable à la fois de faire la photosynthèse et de la respiration, alors que la cellule animale n'est capable de faire que de la respiration. Donc les molécules organiques, donc les petits nutriments qui ont été absorbés, vont rentrer dans la mitochondrie, après avoir été transformés dans le cytosol en composés intermédiaires. Et ensuite, la mitochondrie contient des molécules qui sont capables de transporter, de prélever les électrons des molécules organiques, ou en tout cas de leurs intermédiaires, pour faire des réactions donc d'oxydoréduction, que vous avez vu en chimie. Et ces réactions d'oxydoréduction libèrent de l'énergie. Et cette énergie est utilisée pour synthétiser de l'ATP. Donc l'oxygène va récupérer les électrons de cette chaîne et donc va former de l'eau qui sera un déchet finalement de la respiration. Et les molécules organiques, au fur et à mesure de leur transformation, elles vont se transformer en CO2. Donc finalement les deux déchets de la respiration, ce sont le CO2 et l'eau. Donc le CO2 sera éliminé par voie respiratoire et l'eau sera rejetée dans la circulation sanguine. Donc l'ensemble de ces réactions de dégradation des molécules organiques, donc les nutriments qui sont issus de la dégradation des lipides, des glucides et des protéines des aliments que vous allez consommer. Donc l'ensemble de ces réactions de dégradation de ces molécules organiques pour produire de l'ATP, c'est ce qu'on appelle le catabolisme. Catastrophe, ça peut être un moyen mémotechnique. Je dégrade, c'est la catastrophe. Donc du coup, le catabolisme, c'est une réaction de dégradation des molécules. Et quand je coupe les molécules, cela libère de l'énergie grâce à des réactions d'oxydoréduction. Donc ça c'est la première fonction de l'alimentation, c'est donc le catabolisme. L'autre fonction de l'alimentation, c'est l'anabolisme. Donc l'anabolisme, au contraire, c'est plutôt une réaction de synthèse de molécules, donc on va dire de matière. Mais la matière, ce que j'entends par matière, ce sont les molécules organiques qui sont formées de C, de H, de O, de phosphate, éventuellement de soufre. Je vous renvoie à vos cours de soutien. Donc par exemple, si vous consommez des protéines animales, vous allez donc dégrader ces protéines animales dans votre tube digestif et vous allez normalement les dégrader sous forme d'acides aminés. Une fois qu'ils sont sous forme d'acides aminés, les acides aminés vont être capables de rentrer à l'intérieur du sang de votre organisme et ensuite il peut éventuellement se produire une dégradation des acides aminés en eux-mêmes. Les acides aminés étant formés de C, de H, de O et de N, cela va apporter du coup des atomes de C, de H, de O et de N au sein de vos cellules. Et ces atomes de C, de H, de O et de N vont pouvoir être réassemblés pour former de nouveaux acides aminés au sein de votre corps. Et ensuite, ces acides aminés vont eux-mêmes être reliés par des liaisons covalentes pour synthétiser de nouvelles protéines de votre corps. Après, de manière plus simple, l'alimentation peut tout simplement vous apporter des acides aminés libres et ces acides aminés libres, sans être dégradés, vont servir à la synthèse de nouvelles molécules de protéines. Mais vous pouvez très bien passer par un stade de dégradation avancée des acides aminés qui va permettre de libérer des atomes qui seront ensuite réutilisés pour synthétiser de nouveaux acides aminés.
Donc, ces réactions de synthèse, c'est ce qu'on appelle l'anabolisme. Donc, par exemple, la testostérone, on dit qu'elle est anabolisante. Vous avez déjà vu des personnes qui prennent de la testostérone en faisant du culturisme. On voit très bien leurs muscles qui sont dessinés parce qu'ils ont pris beaucoup de masse musculaire et ils ont synthétisé beaucoup de protéines qui sont nécessaires à la synthèse du muscle, des cellules musculaires. Donc, une molécule qui est anabolisante, c'est une molécule qui favorise les réactions d'anabolisme, c'est-à-dire de synthèse de molécules par la cellule. Donc, c'est pas forcément les protéines, ça peut être la synthèse de protéines, la synthèse de lipides, la synthèse d'acides nucléiques, et également d'autres molécules qu'on va voir comme les vitamines. Donc, anabolisme égale synthèse. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est que le métabolisme cellulaire? C'est l'ensemble formé par les réactions de dégradation et de synthèse, donc l'ensemble formé par l'anabolisme et le catabolisme. Donc vous avez un schéma assez simple, donc vous allez consommer des macromolécules biologiques, donc macromolécules biologiques ce sont les lipides, les protéines, les glucides, les acides nucléiques. Donc c'est soit donc votre corps les stocke, soit donc il les prend par l'alimentation. Et ensuite, grâce aux réactions donc de respiration cellulaire, du catabolisme, ces aliments vont vous permettre de synthétiser de l'ATP. Et cet ATP servira notamment, par exemple, à la contraction cellulaire. Et une contraction cellulaire, par exemple des muscles dans les cellules musculaires, c'est ce qu'on appelle des travaux cellulaires. Et donc une partie des aliments ne sera pas utilisée et sera donc évacuée par l'excrétion sous forme de déchets. Et inversement, donc grâce aux aliments et également à l'énergie produite par le catabolisme sous forme d'ATP, vous allez pouvoir synthétiser de nouvelles molécules biologiques, par exemple des protéines dans vos muscles après un effort physique, par exemple. Donc il y a une autre fonction de l'alimentation qui est souvent un peu oubliée, qui est que tout simplement votre régime alimentaire, on vous dit souvent manger 5 fruits et légumes par jour pour garantir l'apport en vitamines, en oligo-éléments. Et tout ça, c'est pour avoir une alimentation équilibrée, pour apporter des composés essentiels à votre corps. Alors, qu'est-ce que sont les composés essentiels? Ce sont des composants, enfin des molécules, que l'organisme n'est pas capable de synthétiser tout seul. Nous sommes capables de synthétiser des protéines à partir d'acides aminés, mais par exemple, le corps n'est pas capable de synthétiser certains acides aminés tout seul à partir des atomes de C, de H, de O et de N. Il ne peut se les procurer que tout fait dans l'alimentation. D'où le problème d'ailleurs au niveau des végétariens. Il faut vraiment bien contrôler son alimentation pour être sûr qu'on apporte tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire les acides aminés que nous ne sommes pas capables de produire tout seuls dans notre corps. Donc il y a certains lipides par exemple que nous ne sommes pas capables de synthétiser. Donc c'est le cas par exemple des oméga 3, 6 et 9. Donc on en entend beaucoup parler. Donc les acides gras oméga 3, oméga 6 et oméga 9, on les trouve notamment beaucoup dans les graisses végétales et moins dans les graisses animales. Ce sont des acides gras qui possèdent une double liaison. Ici, 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 et il y en a 3 pour les oméga 3. Donc ces acides gras ne sont pas synthétisés par les cellules de notre corps, donc nous devons nous les fournir par les huiles, par exemple végétales. Alors d'où vient le terme oméga 3, oméga 6 et oméga 9? Ça vient de l'emplacement de la double liaison. Par exemple, vous voyez ici, je pars de l'extrémité à gauche, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones. Donc du coup, on va dire que c'est un oméga 9, puisqu'il faut attendre 9 carbones pour rencontrer une liaison. Là, par exemple, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc un carbone. Au 6e carbone, j'ai une double liaison. Donc, du coup, on va parler d'oméga 6. Et pareil, pour l'oméga 3, du coup, vous voyez qu'il faut attendre le 3e carbone pour avoir une double liaison. Donc, les acides gras sont des composés essentiels qu'il faut vous fournir en mangeant aussi, par exemple, des poissons gras comme le saumon, le hareng, qui sont riches en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9. Et qui permettent de lutter contre la formation de plaques qui bouchent vos vaisseaux sanguins. Donc comme je le disais pour présenter la notion de composés essentiels, il y a certains acides aminés que nous ne sommes pas capables de synthétiser. Alors il y a des acides aminés qui sont dits non essentiels, par exemple l'alanine, l'asparginine, la cystéine,
les cellules sont capables de les synthétiser à partir d'atomes de C, de H, de O, de N. Mais, par exemple, l'isoleucine, la leucine, l'organisme n'est pas capable de les synthétiser tout seul. Ils doivent donc les procurer par l'alimentation, donc en veillant à du coup se les procurer tous, et c'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation équilibrée, puisque selon les protéines animales ou végétales que l'on consomme, il n'y a pas la même nature d'acides aminés dans les protéines. Alors il y a des acides aminés qu'on dit semi-essentiels, comme l'histidine et l'arginine, puisque ce sont des acides aminés que nous ne sommes capables de fabriquer que chez l'adulte, et chez le nouveau-né par contre, les enzymes de biosynthèse ne sont pas encore fonctionnels, donc il faut les fournir aux enfants dans leur alimentation. Le troisième catégorie d'aliments essentiels sont les vitamines. Donc les vitamines, ce sont des molécules organiques, donc qui sont formées de C, de H, de O, de N et éventuellement de phosphate et de soufre, dont on a besoin en très petites quantités. Donc en général, c'est de l'ordre de milligrammes par jour dont nous avons besoin. Donc en général, elles ne sont pas impliquées dans les réactions du catabolisme, elles ne vont pas être dégradées pour former de l'ATP. Par contre, elles vont souvent aider les enzymes du métabolisme à fonctionner, ou elles vont éviter à vos cellules de vieillir trop vite grâce au pouvoir antioxydant. Par exemple, la vitamine C, elle est capable d'éviter que vos cellules développent un stress lié à l'excès d'oxygène, et on sait que ce stress oxydant est à l'origine du vieillissement des cellules. Il y en a qui sont impliqués dans la vision, notamment la vitamine A. Donc elles ont tous des rôles dans le métabolisme ou dans des réactions de coagulation sanguine, par exemple pour la vitamine K, donc qui sont spécifiques, et nous devons donc nous les procurer par l'alimentation. Alors si jamais vous avez des carences, vous avez plein maintenant d'entreprises pharmaceutiques qui commercialisent des compléments alimentaires enrichis en vitamines pour pouvoir combler éventuellement les déficits en ces molécules. Donc, les dernières catégories d'éléments que nous devons absolument nous procurer par l'alimentation parce que nous ne sommes pas capables de les synthétiser, ce sont, de manière assez simple, les nutriments inorganiques, donc les ions, les minéraux. Donc, nous avons aussi besoin de ces nutriments en très petite quantité. Vous avez par exemple le cas du calcium. Vous savez que le calcium il est nécessaire pour la synthèse de la matrice extracellulaire de l'os. On en a besoin pour la contraction musculaire. Rappelez-vous de l'expérience où on avait enlevé le cœur, on avait enlevé le calcium sur le cœur de poulet et il s'arrêtait de battre. On peut citer pour les minéraux également le phosphate. Le phosphate, on en trouve dans l'ATP, on en trouve dans l'ADN et l'ARN. Donc s'il n'y a pas de phosphate, on ne peut plus synthétiser d'ADN ou d'ARN, ce qui peut bloquer la réplication de l'ADN ou la transcription en ARN. Vous avez aussi besoin de sodium, puisque vous savez que votre milieu extracellulaire est riche en sodium et que le sodium est nécessaire pour l'émission d'un potentiel d'action. Le potassium est également nécessaire à l'intérieur des cellules et nécessaire pour la repolarisation dans le potentiel d'action. Et enfin le fer, on a vu qu'il était nécessaire pour la fixation de l'oxygène dans l'hémoglobine. Donc là, ce sont que des exemples que vous avez finalement traités en physiologie, et vous voyez bien donc qu'il est nécessaire d'avoir ces minéraux pour le fonctionnement normal de notre organisme. Alors en fait, on peut distinguer deux catégories de molécules organiques, inorganiques, comme le calcium ou le phosphate. En fait, on peut distinguer des minéraux dont on a besoin en assez grande quantité, c'est ce qu'on appelle les macroéléments. Donc c'est par exemple le cas du calcium, du sodium, du potassium. Et inversement, vous avez des oligoéléments. Oligo, ça veut dire pas beaucoup. Ce sont des molécules minérales ou des nutriments inorganiques dont nous avons besoin en très petite quantité. Beaucoup plus petite quantité que pour les macroéléments. Donc c'est par exemple le cas de l'iode. L'iode, on l'a vu pour la thyroïde. Le cuivre, le nickel, ce sont des molécules qui participent notamment à l'activité des enzymes et on en a besoin en très petite quantité. Donc normalement les besoins sont inférieurs à 50 mg par jour.
Alors si vous n'arrivez pas à vous procurer suffisamment ces éléments essentiels, vous pouvez développer une malnutrition. Alors malnutrition, il y a deux définitions. Il y a une définition sur l'aspect quantitatif, c'est quand vous avez finalement pas assez d'apport énergétique par rapport à vos dépenses. Donc ça c'est plus un aspect quantitatif. On peut l'appeler aussi la sous-nutrition. Et puis vous avez la malnutrition au sens strict qui donc signifie qu'au niveau qualitatif vous ne répondez pas à vos besoins, donc vous manquez de composés essentiels. Donc souvent en fait les enfants qui sont touchés dans les pays du tiers-monde associent malnutrition et sous-nutrition. Mais il y a encore donc 795 millions de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde et on estime donc que du coup chaque année il y a 1 million de morts dues à la malnutrition, donc essentiellement dans les pays d'Afrique, les pays d'Asie et les pays d'Amérique du Sud. Donc ça touche essentiellement les enfants. Et donc finalement, c'est une des premières causes de mortalité des enfants, mortalité infantile, puisque les enfants après développent notamment des troubles du développement moteur, psychologique, suite à ces manques d'éléments essentiels. Donc vous avez un site internet où vous pouvez aller qui s'appelle le Planétoscope, qui vous donne un petit peu des statistiques sur l'ensemble de plusieurs paramètres. Donc là par exemple je suis allée sur la malnutrition et depuis le 1er janvier il estime qu'il y a déjà 65 615 personnes qui sont décédées du fait de la malnutrition. Et depuis ma connexion, donc je me suis connectée pendant peut-être 10 minutes, il y avait déjà 5 personnes qui étaient décédées du fait de la malnutrition. Et à l'inverse, c'est un peu le paradoxe de nos sociétés. Vous avez de plus en plus de personnes qui souffrent d'obésité. L'obésité a des origines génétiques, mais aussi des origines environnementales. Et on estime donc qu'il y a 400 000 nouveaux obèses chaque année en Europe. Donc l'Europe n'est pas le pays le plus touché. Vous savez que c'est l'Amérique, le Mexique et la Chine, et des pays des îles du Pacifique. Et donc on estime qu'il y a à peu près 1100 personnes qui franchissent le seuil d'obésité chaque jour. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées pour essayer de comprendre comment l'obésité se développe. Et souvent, en fait, c'est un problème dans la microflore intestinale. Donc on regardera quelques petits reportages à ce sujet. Donc voilà pour cette partie sur les fonctions de l'alimentation et éventuellement les dérèglements qui peuvent être causés par une mauvaise nutrition, une mauvaise alimentation. Donc on va juste revoir maintenant quelles sont les 4 principales étapes du traitement de la nourriture. Donc vous allez avoir d'abord l'ingestion. Donc l'ingestion c'est la prise alimentaire. Celle-ci sera suivie de la digestion. Ensuite il y aura l'absorption et l'élimination des déchets. Donc la prise alimentaire, c'est tout simple, c'est l'ingestion, c'est le mécanisme par lequel donc les aliments pénètrent dans l'animal. Alors pour nous, ça nous paraît évident. Donc nous sommes des prédateurs, donc nous allons utiliser la bouche. Mais vous savez qu'il y a plusieurs types de régimes alimentaires dans le monde animal. Et donc, par exemple, il y a des animaux qui filtrent l'eau, il y a des animaux qui vont ratisser le sable, qui vont manger du sable et en extraire les nutriments et les molécules organiques. Donc, je me contenterai de parler de l'homme dans ce chapitre. Donc, nous sommes des prédateurs entre guillemets, puisque donc nous avons quand même perdu un petit peu de notre côté prédateur quand il s'agit de manger un hamburger plutôt que courir après une gazelle. Donc, une fois que les aliments ont été donc ingérés, ils vont être digérés. Alors la digestion, c'est le processus par lequel les grosses molécules sont rompues, donc sont réduites, et grâce à leur petite taille, ensuite quand elles seront sous forme de petite taille, elles vont être capables de traverser la paroi du tube digestif et donc de rentrer dans la circulation sanguine. Donc elles vont devenir absorbables. Donc en général, il y a 2 phénomènes qui se produisent de manière concomitante. Une digestion mécanique, donc c'est le fait tout simplement de casser les aliments. Donc pas forcément de digestion chimique, c'est vraiment quelque chose de mécanique. On va broyer les aliments, on va les malaxer. Et donc ça va permettre de faire à partir d'une grosse bouillie plein de petits fragments pour augmenter la surface de contact entre les aliments ainsi ingérés et les sucs qui vont être sécrétés par la paroi du tube digestif. Donc justement, dans une deuxième étape, ces sucs digestifs vont intervenir et après la digestion mécanique, donc les sucs digestifs vont pouvoir réaliser une digestion chimique, c'est-à-dire qu'ils vont
cliver les liaisons covalentes, par exemple entre les monomères, pour former des monomères libres. Donc cette digestion chimique, elle permet de transformer les grosses molécules, par exemple de polymères, en petites molécules, les monomères, qui s'appellent les nutriments, qui vont être capables d'être utilisés par les organismes pour leur métabolisme, et surtout qui vont être capables de rentrer dans la circulation sanguine. Et cette digestion chimique, elle repose notamment sur des réactions de coupure des liaisons covalentes grâce aux molécules d'eau. Et c'est ce qu'on appelle les hydrolyses. Et ces hydrolyses, si on les faisait se réaliser à température ambiante, même à 37 degrés, en l'absence d'enzymes, elles seraient très lentes. Donc l'organisme sécrète donc des protéines enzymatiques, qui sont des molécules qui sont capables d'accélérer en fait ces vitesses de réaction, ce qui fait que la digestion est beaucoup plus rapide. Et donc ces enzymes sont contenues dans les sucs qui vont être sécrétés par le tube digestif. Donc un petit rappel sur les enzymes, même si je sais que vous faites un cours sur ce sujet. Donc les enzymes, elles sont de nature protéique, ce sont des polymères d'acides aminés qui ont un rôle particulier dans l'organisme qui est d'accélérer une réaction chimique. Donc elles accélèrent l'hydrolyse par exemple des polymères en monomères. Elles ne participent pas elles ne sont pas substrats ou produits de la réaction, donc elles restent intactes à la fin de la réaction. Et en général, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour que ça fonctionne. Elles agissent à faible dose. Donc généralement, elles sont optimales dans leur fonctionnement à température du corps, donc 37 degrés. Et le pH, ça dépend en fait du compartiment dans lequel elles vont intervenir. Par exemple, les enzymes de l'estomac, qui est acide, sont capables d'agir dans un milieu acide. Vous savez que les enzymes ont une double spécificité. D'une part, elles ne sont capables de catalyser qu'un type de réaction. Par exemple, elles ne sont capables d'accélérer que l'hydrolyse, c'est-à-dire les coupures des liaisons covalentes par l'eau. Et ensuite, elles ne sont capables de reconnaître qu'une seule molécule de substrat. Par exemple, les protéases ne reconnaissent que les protéines et ne sont capables de cliver que les protéines. Ces enzymes vont permettre d'accélérer les vitesses de digestion donc chimique des aliments, qui vont former des nutriments, donc par exemple des protéines, vont former des acides aminés, l'amidon va former du glucose, les lipides vont être dégradés pour former du glycérol et des acides gras. Et donc ces petites molécules sont capables d'être absorbées par la paroi du tube digestif et d'être donc ensuite transférées dans le sang de l'autre côté de la paroi du tube digestif, et c'est ce qu'on appelle l'absorption. Donc une partie des aliments ne sont pas digérés. Donc par exemple quand vous mangez de la salade, nous n'avons pas d'enzyme capable de dégrader la cellulose qui est contenue dans la salade. Donc ces aliments vont subir un processus donc d'élimination. Ils vont être excrétés dans les selles et donc c'est ce qu'on appelle l'excrétion. Donc la prise alimentaire se fait essentiellement dans la bouche. La digestion va se dérouler donc dans l'estomac, dans l'intestin, mais aussi dans la bouche. Elle a déjà commencé dans la bouche, donc il y a 3 compartiments dans lesquels elle va se réaliser. L'absorption des aliments va se faire essentiellement dans l'intestin, la première partie de l'intestin qu'on appelle l'intestin grêle, et l'excrétion fécale va se faire au niveau de la fin du gros intestin. Donc le gros intestin, c'est la deuxième partie de l'intestin. Donc vous avez un petit bilan de ce que vous devez avoir compris à l'issue de ce diaporama. Donc ça, vous l'avez dans votre petit livret. Donc à vous d'essayer de relire votre cours et de vérifier que vous êtes capable de répondre aux différentes questions. Et donc ensuite, vous pourrez faire le petit quiz en ligne. Donc pour finir sur cette partie générale, je voudrais vous présenter les principes généraux de fonctionnement du tube digestif chez les mammifères, puisque nous allons ne parler que du tube digestif humain même, donc pour des raisons de temps, et parce que l'objectif c'est surtout que vous compreniez déjà que vous ayez une vision déjà de la digestion chez l'homme. Donc, chez les mammifères, nous digérons nos aliments dans le tube digestif. Donc, cette digestion se fait en extracellulaire. Donc, elle se réalise à l'intérieur du système digestif. Et le système digestif contient le tube digestif et des glandes qui vont se jeter dans le tube digestif.
Donc, le tube digestif, on peut résumer un petit peu son organisation sur ce schéma. Il contient la bouche, ensuite le pharynx. Donc, le pharynx, c'est le carrefour entre la trachée, donc qui est la voie respiratoire, et l'œsophage, la voie digestive. Ensuite, vous avez l'œsophage, qui est un conduit, qui va acheminer les aliments jusqu'à l'estomac. Donc, l'estomac, il sert à la digestion. Ensuite, les aliments vont être digérés et vont être amenés dans la première partie du tube de l'intestin, c'est l'intestin grêle. Donc l'intestin grêle va servir à terminer la digestion et à absorber les aliments. Donc il est relativement fin, d'où le terme grêle. Et ensuite, les aliments vont se jeter dans le gros intestin, qu'on appelle aussi qui est formé du côlon. Donc le côlon, c'est la première partie du gros intestin, donc qui est contourné comme ça. Et puis après, la dernière partie droite du gros intestin, c'est le rectum, qui amène jusqu'à l'orifice, qui est l'anus. Donc chaque compartiment va avoir une fonction particulière, soit dans l'ingestion, soit dans la digestion, soit dans l'absorption, soit dans l'excrétion. Donc en plus de ce tube digestif, on va trouver du coup des glandes annexes qui vont qui vont jeter leur sécrétion au sein du tube digestif. Donc le système digestif, ça désigne les glandes annexes plus le tube digestif. Donc il y a 3 glandes annexes qu'il faut connaître, qui ont un rôle essentiel dans la digestion. Ce sont les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Donc les glandes salivaires se jettent dans la bouche et sécrètent la salive. La salive a un rôle dans l'humidification des aliments et leur digestion notamment. Elle a un rôle aussi antimicrobien. Le foie et le pancréas, donc le foie est situé au-dessus du pancréas au niveau anatomique, se jettent tous les deux au niveau de la première partie de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum, et donc ils vont avoir un rôle dans la digestion. Donc le pancréas va sécréter des enzymes, on l'avait vu, le pancréas exocrine, et le foie, lui, va sécréter la bile, qui va être stockée transitoirement dans la vésicule biliaire, et la bile va servir à faciliter la digestion des lipides. Mais ça ne contient pas d'enzymes. Attention, souvent, vous avez envie de dire que le foie contient des enzymes. Donc voici les 3 glandes qui sont dans le système digestif, les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Donc ça, c'est un petit schéma bilan que vous pouvez essayer de retenir, puisqu'il donne une vision assez synthétique du fonctionnement de notre système digestif. Donc la bouche sert à l'ingestion, à la digestion mécanique et à la digestion chimique. Donc vous allez avoir une mastication qui va se produire, qui va permettre la digestion mécanique, et la salive va permettre la digestion chimique. Le pharynx et l'œsophage servent juste à déplacer les aliments, donc par des mécanismes actifs. Vous décidez d'avaler ou passif, votre tube digestif va faire le déplacement sans que vous en rendiez compte. L'estomac, lui, va servir à la digestion mécanique et à la digestion chimique, puisqu'il va y avoir sécrétion de suc gastrique qui contient des enzymes. Et enfin, donc l'intestin grêle va permettre également la digestion mécanique, puisqu'il continue à comprimer les aliments par des mouvements de la paroi du tube digestif, et il sécrète également des enzymes, donc des enzymes digestifs. Donc à l'issue de cette digestion mécanique et chimique, les aliments sont transformés en nutriments et ils vont être absorbés. Donc soit ils vont aller dans le sang, puisqu'il y a des vaisseaux sanguins qui circulent à côté du tube digestif, soit ils peuvent aller aussi dans la lymphe, notamment toutes les molécules hydrophobes, donc par exemple les lipides, qui aiment les lipides, circulent plutôt dans les vaisseaux lymphatiques. Et donc ce qui n'a pas été absorbé s'accumule dans le gros intestin, l'eau est réabsorbée, donc du coup ça se déshydrate, et donc il va y avoir élimination des sels qui sont pauvres en eau, puisqu'on réabsorbe notre eau pour éviter aussi une perte trop importante de l'eau. Donc la paroi du tube digestif, on l'observera en TP, elle est formée de 4 couches en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la lumière du tube digestif va contenir les aliments. Et donc vous aurez au contact de la lumière du digestif une couche qu'on appelle la muqueuse, qui contient donc à la fois un tissu épithélial et un tissu conjonctif. Donc la muqueuse notamment, elle a comme rôle d'absorber lorsqu'on est dans l'intestin. Ce sont les cellules de la muqueuse qui vont
capter les nutriments. La sous-muqueuse, elle contient les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques dans lesquels vont être amenés ensuite les nutriments. Et ensuite, vous avez deux tuniques de cellules musculaires lisses qu'on a vu par exemple en TP sur l'histologie. Et ces tuniques, elles sont formées de muscles lisses et elles permettent en fait le déplacement et le malaxage des aliments au sein du tube digestif. Donc cette couche, on l'appelle la musculeuse. Et enfin, le tube digestif est lui-même protégé par un tissu épithélial et un tissu conjonctif qui est en gris ici, qu'on appelle la séreuse. Donc vous voyez que la structure du tube digestif est adaptée à la fois à son rôle dans la motricité des aliments grâce à la musculeuse et adaptée aussi à son rôle dans l'absorption des aliments grâce à l'irrigation qu'il y a dans la sous-muqueuse et grâce à la muqueuse qui sert à l'absorption. Donc du coup, la musculeuse va servir à déplacer les aliments grâce à la paroi du tube digestif, donc qui va appuyer sur les aliments. Et donc ça, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Vos muscles lisses vont se contracter tout seuls, heureusement. Et c'est ce qu'on appelle donc le péristaltisme. Donc finalement, pour pouvoir faire déplacer les aliments dans votre tube digestif, il y a deux modes. D'une part, la déglutition, c'est vous qui décidez d'avaler vos aliments. Donc à ce moment-là, c'est volontaire. Donc au niveau de la bouche, hein, vous avez des muscles qui vont permettre l'absorption des aliments, la déglutition, et donc ça, ce sont des muscles qui sont volontaires. Et après, une fois que cette étape volontaire est passée, les aliments vont se déplacer dans votre tube digestif grâce à la contraction de la musculeuse. Et ça, vous ne le contrôlez plus, donc c'est involontaire, c'est automatique. Et ça repose sur des muscles lisses qui sont dans la musculeuse. Et donc ces muscles lisses, ils sont contrôlés par votre système nerveux périphérique, moteur, autonome, parasympathique ou orthosympathique. Donc le péristaltisme, ça désigne du coup ces mouvements de contraction de la paroi du tube digestif qui sont involontaires grâce à la musculeuse et qui permettent donc de déplacer en appuyant, en relâchant le bol alimentaire au sein de votre tube digestif. Donc c'est un des mécanismes de déplacement. Vous verrez plus tard dans vos études qu'il y a d'autres types de contractions, mais de manière simple, retenez que soit vous avez un mouvement volontaire au début lors de la déglutition et après c'est involontaire grâce au péristaltisme. Alors ensuite, vous pouvez avoir une régulation quand même du déplacement de vos aliments dans votre tube digestif grâce à des sphincters. Donc par exemple, votre estomac peut stocker jusqu'à 4 litres d'aliments, puisqu'il contient donc à une de ses extrémités, ici qui n'est pas représentée, mais ici, un sphincter. Et donc tant que l'intestin n'a pas fini de faire son absorption, les aliments sont coincés dans l'estomac. Donc il peut avoir un rôle de stockage. Alors vous avez un sphincter aussi, par exemple, au début de l'estomac. Donc ça permet de réguler la quantité d'aliments qui va rentrer dans l'estomac. Et vous avez aussi un sphincter qui est au niveau de l'œsophage et qui s'ouvre uniquement lorsque vous faites la déglutition et pas la respiration. Donc les sphincters permettent aussi de contrôler le déplacement des aliments dans le tube digestif, en plus donc du péristaltisme et de la déglutition en elle-même. Merci pour votre attention.